D'où vient le nom des Français descendants d'esclaves en Guadeloupe et en Martinique? Réponse tout de suite dans le grand angle avec un documentariste et un historien. Bonjour à vous deux. D'abord Frédéric Senneville, vous êtes le réalisateur avec Thierry Derouet d'un documentaire passionnant intitulé Mon ancêtre l'esclave. On va en voir un extrait dans un instant. Puis vous, Frédéric Régent, bonjour, vous êtes historien et aussi le président du Comité national pour la mémoire et l'histoire de l'esclavage. Alors l'abolition de l'esclavage en France date de 1848. À cette date, ils sont près de 90 000 en Guadeloupe, plus de 70 000 en Martinique. En 1848, le gouvernement français demande aux commissaires généraux de Martinique, de Guadeloupe, de Guyane et de la Réunion de recenser ces esclaves et de leur donner un nom. D'esclaves, ils vont devenir citoyens de la République, ce qui veut dire qu'avant 1848, les esclaves n'avaient pas de nom. Non, avant 1848, les esclaves n'avaient pas de nom de famille. Il faut tout de même préciser qu'il y avait eu une première abolition de l'esclavage en 1794. Pas partout, hein. Alors, cette abolition s'était faite en Guadeloupe et en Guyane, et aussi à Saint-Domingue, aujourd'hui Haïti, mais l'esclavage n'a pas été rétabli à Saint-Domingue, qui est devenu indépendant sous le nom d'Haïti. L'esclavage rétabli par Napoléon, il faut le rappeler. Par Napoléon Bonaparte, ouais. Tout à fait. Alors, Frédéric Senneville, comment vous est venue l'idée de ce documentaire sur un moment, somme toute, assez méconnu de l'histoire de France ? Je dirais que l'idée, elle ne m'appartient pas. C'est quand on m'a mis entre les mains un premier livre qui racontait cette histoire tellement étrange de l'attribution des noms. C'était un livre de Guillaume Durand qui a épluché tous les noms de la Martinique et le processus pour les attribuer, dont j'ignorais tout. Et j'ai toujours été entouré d'amis antillais et cette histoire était jusque-là confuse avec ce livre-là puis d'autres que j'ai lus par la suite et les ouvrages de Frédéric Régent. J'ai pu comprendre mieux le processus. La deuxième partie, c'est que tout ça n'était pas caché. C'était là et c'est dans l'impensé. On a tous des amis antillais ou des collègues antillais, certains qui sont les deux, et qui peuvent porter des noms qui nous intriguent. Ouais. Et on se pose en même temps pas frontalement la question. Donc je me la suis posée un petit peu plus frontalement et je suis allé voir les gens qui connaissent le dossier. Alors je propose tout de suite de regarder ensemble un extrait de ce documentaire Mon ancêtre l'esclave. On regarde. Ça s'est passé par habitation. Dans les registres, c'est par habitation. Alors ils disent que les troupeaux d'esclaves venaient. On n'a pas encore le mot troupeau. Bien. Une circulaire du ministère de la Marine et des colonies de la République française, en date du 8 mai 1848, charge les services de l'état civil de procéder à l'attribution d'un patronyme à chacun des membres de la société et de la population nouvellement libre. La circulaire, la voici. Les nouveaux libres, c'est vous. Et l'état civil, c'est moi. 1848, il y a l'abolition générale, donc là ils deviennent des citoyens, ils ont le droit de vote. Et il leur faut donc un patronyme, un nom de famille. Tous les nouveaux affranchis donc devront se choisir un nom, et s'ils n'en désignent pas un, il leur en sera attribué un d'office. Si vous vous êtes déjà choisi un nom de famille, dites-le moi. Je ne suis pas tenu de donner suite à vos requêtes, mais même s'il ne fait pas très beau aujourd'hui, je suis plutôt de bonne humeur. Alors Frédéric Régent, c'est assez édifiant hein, cet extrait. De voir, alors évidemment c'est romancé, c'est de la fiction, mais ça a dû se passer à peu près comme ça? Alors, on ne sait pas exactement comment cela s'est passé, mais les documents nous permettent de voir que ça s'est passé par plantation. Le propriétaire, enfin l'ancien propriétaire des esclaves avait un registre, ce qu'on appelle le registre matricule, qui était une preuve de la propriété des esclaves. Et sur ce registre était indiqué le nom, l'âge des esclaves. Ouais. Et donc on a retrouvé à Pointe-à-Pitre un registre matricule et on voit les noms de famille qui sont donnés aux esclaves après l'abolition. Et donc on peut supposer que l'officier d'état civil est venu sur la plantation. Il a forcément était en contact avec l'ancien propriétaire, vu qu'il était le détenteur de ce document, et des noms de famille ont été attribués. Alors, quant au choix, j'ai pas le sentiment qu'il y ait réellement eu un choix pour les anciens esclaves, parce qu'on voit que souvent les noms de famille sont construits sur à la fois les prénoms, enfin il y a toute une série de techniques, puis aussi ça peut être des déclinaisons à Boroham, à Borohum. Vous pouvez nous donner quelques exemples de noms, par exemple,
Parce qu'il y a parfois des noms neutres, d'autres qui sont ridicules, d'autres qui sont parfois franchement durs à porter. Alors c'est difficile de donner un ou deux exemples parce qu'en fait ça va piocher dans plein de lexiques différents. Il y a d'abord les lexiques bien connus qui doivent faire partie de la culture des agents d'état civil, qui sont ça va des pièces de Molière à celles de Shakespeare en passant par la Bible ou la mythologie. Ils peuvent aller piocher là-dedans, parfois des références beaucoup plus obscures. Il y a la géographie, il y a ce genre de choses. À vrai dire, il semble que le point de départ soit une méthode déjà connue en métropole à l'époque pour baptiser les enfants trouvés, les orphelins, qui, le principe étant, en métropole, ils ne doivent pas porter le même nom qu'un bon bourgeois de la ville. Il n'y avait jamais de nom de blanc, en tout cas, de français blanc, j'allais dire. L'idée, c'était ça. C'était qu'il ne fallait pas que ce nom soit déjà porté par quelqu'un d'autre, auprès de qui ça aurait été infamant. Ça n'est jamais dit aussi explicitement. Par contre, Arago demande de reprendre les méthodes utilisées jusqu'ici, ce qui supposerait celles utilisées pour les orphelins. C'est quand même dit explicitement, c'est-à-dire avant l'abolition, il y a déjà des affranchis. Et ces affranchis, on leur donne des noms de famille et il y a un texte qui indique qu'il ne faut pas leur donner des noms de famille portés par des familles réputées blanches créoles. Donc, il s'agit de poursuivre sur cette pratique et donc à de très rares exceptions près. Bon, j'ai une seule exception en tête, ces noms n'étaient pas portés par les propriétaires d'esclaves. On voit dans le documentaire, il y a des noms, par exemple, d'origine, de consonance allemande ou grecque, européenne. Et puis aussi de l'Antiquité romaine, Gracchus, Cincinnatus, Spartacus. Et d'ailleurs, c'est là où on voit que la logique de nomination est plus la logique de l'officier d'état civil que celle des esclaves. Lorsque vous avez un nom de famille, un premier nom de famille qui est donné, qui est Équateur, puis celui d'après Équinoxia, c'est quand même pas l'esclave qui a demandé à s'appeler Équateur ou Équinoxia. Alors j'ai trouvé également, alors là celui-là c'est celui qui m'a le plus frappé. C'est un esclave déjà qui avait comme surnom 5 sous, qui est quand même pas terrible, et on lui a donné comme nom de famille Navarre. Enfin, voilà. Aujourd'hui, les populations antillaises, elles s'intéressent à leur généalogie, aux origines de leur nom, alors leur identité en fait. C'est difficile de le mesurer, j'ai pas les outils de la sociologie pour ça. En France hexagonale, oui, il semblerait, il y a quand même des associations, une en tête qui s'appelle le Comité de la Marche, le CM 98, qui fait un travail considérable là-dessus, qui organise des rendez-vous, notamment en Île-de-France, où des centaines de personnes viennent pour être mis en face de l'acte d'individualité. C'est un petit peu compliqué, mais cet acte par lequel on prenait nom. De leur ancêtre. Et ça draine des centaines de personnes à chaque fois, c'est assez impressionnant. Donc là, on peut vraiment parler d'une forme de prise de conscience. En Martinique et en Guadeloupe, sur place, il faut rester lucide, ça reste un tout petit peu plus confidentiel que ça quand même. Mais pour certains Antillais, le fait de découvrir qu'ils ont des origines africaines, d'esclaves noirs, ça peut poser parfois on est parfois dans le déni de cette origine ou pas? Oui, je vais citer un exemple, ma grand-mère. Donc en faisant la généalogie de la famille, je me suis rendu compte que son arrière-grand-père, donc qui s'appelait Adrien Gérant. Enfin bon, le paradoxe de ma famille, c'est que mon grand-père Régent a épousé une demoiselle Gérant. Donc son arrière-grand-père, il était indiqué né de père et mère inconnue en Afrique. Et donc lorsque je lui ai donné cette information, elle m'a dit heureusement qu'on l'a pas su plus tôt, sinon on aurait eu des problèmes. Donc vous voyez, donc vous êtes vous-même d'origine guadeloupéenne? Oui, voilà, je suis d'origine guadeloupéenne. Il faut dire aussi que connaître son nom, l'origine de son nom, c'est le début quelque part d'un travail de mémoire pour la plupart de ces personnes. Complètement, parce que ça rattache finalement l'origine du nom, rattache à l'abolition de l'esclavage et à ce processus de donation de patronyme aux nouveaux libres. Donc effectivement, on remonte à 1848. Alors pour certains, dont les ancêtres étaient des libres de couleur, on peut remonter 1, 2, voire même 3 générations plus haut. Oui. Parce que j'aurais aimé revenir là-dessus, mais il y a l'ignorance de ces origines éventuellement. Il y a aussi des gens qui savent d'un côté qu'ils ont évidemment ces origines, mais il demeure que le face-à-face est très difficile. C'est-à-dire avoir cet acte par lequel vous établissez que votre ancêtre était esclave, puisque c'est pratiquement stipulé. C'est quelque chose de très difficile à faire et c'est un acte à part entière qui procède probablement d'une démarche de guérison. En tout cas, je perçois comme ça. À propos de mémoire, on voit ces images. Hein, ça, c'est important. C'est un musée qui a été inauguré en 2015, je crois.
crois, Tout à à fait. Pointe-à-Pitre, en Guadeloupe. Et dedans, il y a un centre généalogique où vous avez des milliers de généalogies enfin, quasiment la plupart des familles guadeloupéennes. Et je peux vous dire que là, il y a un vif intérêt des Guadeloupéens Oui, c'est vrai. pour cette salle C'est vrai. et ce rattachement finalement au passé. Un mot sur cette fameuse question, on n'aura pas beaucoup de temps, la fameuse question de la réparation financière. Est-ce que vous, personnellement, en tant que président de ce comité national, vous êtes favorable à une réparation financière pour les descendants d'esclaves? La question ne doit pas être posée comme ça. Il me semble que là, c'est un peu, un peu court pour évoquer cela. Bon, juste en tant qu'historien, ce que je peux dire, c'est que en 1849, lorsque cette indemnité a été mise en place, Oui. elle a bénéficié à 7000 propriétaires. À votre avis, qui a payé l'indemnité à ces 7000 propriétaires? Les esclaves, probablement. Non, c'est l'État français, l'ensemble des contribuables français. Ouais. Voilà, c'est le seul élément que je peux donner là-dessus. Ce sera un débat beaucoup trop long et ça ne peut pas être galvaudé en 30 secondes. Mais ça pourrait en tout cas faire l'objet d'un autre débat avec vous. Tout à fait. Alors, je rappelle donc votre DVD, donc qui s'appelle, rappelez-moi, Mon ancêtre l'esclave. Voilà, Mon ancêtre l'esclave, qui Co-réalisé avec Thierry Derouet. je l'ai dit tout à l'heure. Et puis la première diffusion de votre documentaire, Mon ancêtre l'esclave, ce sera demain, je crois, 14h40. voilà, sur France O. Puis il y aura d'autres diffusions sur France O et aussi sur le réseau, les réseaux premières un peu Exactement. partout dans les Antilles. Exactement. Merci à tous les deux. Merci Frédéric Merci. Réjean, Merci à merci vous. Frédéric Senneville est venu parler de ce très beau documentaire. Donc, Mon ancêtre l'esclave. Il est